Quasiment 2 mois après la sortie du dernier épisode et alors que la fin de saison approche à grands pas, c'est le moment de faire un nouveau point sur la situation de nos joueurs prêtés et on va rapidement voir que leurs dynamiques respectives sont bien différentes. On va s'intéresser à Traoré et Simon qui enchaînent les matchs en national, on parlera des galères de Pau Lopez et de Muguet, des performances de Koné et de Meïté en Ligue 1, mais aussi d'Unai Opana, de Gigot à la Lazio et de Camille Soko à Châteauroux. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer, est-ce que certains de nos joueurs prêtés méritent d'avoir une nouvelle chance à l'OM et de jouer un rôle la saison prochaine? Si oui, lesquels? J'attends vos ressentis en commentaire. On commence sans plus tarder avec un focus sur la situation de François-Régis Muguet qui a été prêté à l'Athens Qualitea au mois de janvier et le moins qu'on puisse dire c'est que son prêt est loin d'être concluant à l'heure actuelle. Il avait pourtant montré des choses prometteuses par moments en termes de déplacement offensif et en délivrant quelques bons centres, mais ses débuts ont surtout été marqués par un carton rouge dès son premier match face à l'Atromitos et un énorme raté face au Panetolikos alors que le but était totalement ouvert. Après 3 matchs comme titulaire et une entrée en jeu à la mi-temps sans réussir à se montrer décisif, il a tout simplement disparu des radars puisque sa dernière apparition remonte au 1er mars et depuis il n'a joué aucune minute lors de la phase pour le maintien. Qualitea est actuellement avant-dernier du groupe relégation avec 9 points d'avance sur le dernier et 2 points de retard sur le premier non relégable. Le maintien est possible mais ils ne pourront pas vraiment s'accorder de joker et dans ce contexte ça semble délicat pour Muguet d'obtenir du temps de jeu, sachant que ses débuts ont été timides et que son club a cruellement besoin de points. Pour rappel, il est prêté avec une option d'achat dont le montant n'a pas été révélé, pas certain qu'il décide de la lever au vu de ses performances et de son adaptation délicate, mais selon le montant en question, ils peuvent très bien se dire que c'est un pari sur l'avenir et qu'il sera meilleur après une bonne prépa estivale puisqu'il n'avait quasiment pas joué sur les 6 mois précédant son arrivée. Samuel Gigot est lui totalement dans les plans de la Lazio et de Marco Baroni qui lui fait confiance même si son temps de jeu était bien réparti en étant constamment titulaire en Europa League et en Coupe d'Italie, alors que son coach lui préférait Romagnoli et Gila en Serie A. Seulement 6 titularisations en championnat en étant d'ailleurs aligné d'entrée sur les 3 derniers matchs face au Torino, l'Atalanta et la Roma. En revanche, il était remplaçant lors du quart de finale aller d'Europa League face à Bodø/Glimt avec une défaite 2-0 qui met la Lazio en ballottage défavorable avant d'aborder le match retour à Rome ce jeudi. Globalement, c'est un prêt qui est plutôt réussi avec des performances qui peuvent lui permettre d'envisager un avenir à la Lazio la saison prochaine. Il a joué une vingtaine de matchs malgré la concurrence qu'il peut y avoir au sein de l'effectif. Il s'est notamment montré fiable et performant en Europa League, mais maintenant reste à savoir si son option d'achat sera levée en fin de saison, puisqu'il s'agit d'un prêt payant de 500 000 € avec une option d'achat de 3 millions qui sera automatiquement levée selon la réalisation de certaines conditions. Je sais pas quelles sont les conditions en question, mais ça peut être un certain nombre de matchs joués ou une qualif européenne. À l'heure actuelle, la Lazio peut encore se qualifier pour la demi-finale d'Europa League s'ils remontent Bodø/Glimt au match retour. Ils ont été éliminés en quart de finale de Coupe d'Italie face à l'Inter, mais ils peuvent encore croire à une qualification en Ligue des Champions, puisqu'ils ne sont qu'à 3 points de la 4ème place en Serie A. Noum Kamisoko est lui prêté sans option d'achat à Châteauroux depuis fin novembre et comme on l'expliquait dans le dernier épisode, il était titulaire sur ses 4 premiers matchs avant de se blesser à la cheville droite fin janvier. Après quasiment 2 mois d'absence, il a joué 3 matchs avec la réserve de Châteauroux en N3 pour reprendre le rythme, puis de faire son retour comme titulaire lors du dernier match contre Nancy, un match où il s'est tristement illustré par une expulsion à la 89e minute pour un deuxième carton jaune, une situation qui a offert un très bon coup franc excentré et la victoire aux Nancéens qui ont ouvert le score en toute fin de match sur le coup franc en question. Un retour qui est donc très loin d'être idyllique pour Camille Soko puisque son erreur a coûté le point du nul à Châteauroux qui a cruellement besoin de points. Ils sont actuellement derniers de national avec 2 points de retard sur Nîmes, le maintien est toujours possible mais encore une fois ils ne pourront pas vraiment s'accorder de joker sur les 5 matchs qu'il reste. Quoi qu'il en soit, a priori Camille Soko reviendra à Marseille cet été puisqu'il n'y a pas d'option d'achat, ses débuts ont été prometteurs dans l'impact physique et sa capacité à aller de l'avant, mais entre sa blessure et son retour marqué par une expulsion, on peut pas dire que son prêt soit une réussite jusqu'à présent, à voir maintenant quel sera son temps de jeu sur les 4 derniers matchs de la saison puisqu'il sera absent lors du prochain match. Bamo Meïté est lui parti en prêt à Montpellier pour tenter de se relancer après n'avoir joué qu'une vingtaine de minutes sous le maillot de l'OM cette saison. Le choix était périlleux en rejoignant une équipe en grande difficulté qui lutte pour le maintien depuis le départ, mais ça semblait être un choix cohérent puisque ça lui garantissait du temps de jeu. À l'heure actuelle, Montpellier est sur une série de 10 défaites consécutives, en gros Bamo Meïté n'a jamais connu la victoire depuis son arrivée et le climat est absolument délétère au sein du club. Il a été titulaire sur les 4 premiers matchs avant d'être mis sur le banc contre Lille et Saint-Etienne. Jean-Louis Gasset l'a ensuite remis titulaire contre Auxerre et contre Le Havre où Meïté a formé une charnière avec Modibo Sagnan sans réussir à se montrer déterminant. A l'instar de Camille Soko dont on vient de parler, Meïté a pris un carton rouge en toute fin de match face au Havre et a écopé de 2 matchs de suspension. Le premier a été purgé face à Angers et le deuxième sera purgé face à nous, même si j'imagine qu'il y a une clause qui l'aurait empêché de jouer quoi qu'il en soit. Son avenir reste très flou parce que l'OM avait inclus une option d'achat de 8 millions € à son prêt, seulement la relégation est quasi actée pour Montpellier donc dans ces conditions je les vois pas lever l'option d'achat. Il fera vraisemblablement son retour à Marseille en fin de saison avant de repartir dans la foulée puisque De Zerbi ne compte pas sur lui comme on a pu le voir sur les 6 premiers mois de la saison.
Parmi les prêts qu'on peut qualifier de concluants, on va forcément citer Soumaïla Traoré qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Jordan González à Versailles. Il a été titulaire à chaque match depuis son arrivée en se révélant à un très bon niveau, en mettant en avant ses qualités d'interception, l'impact physique et l'activité qu'il peut amener dans l'entrejeu, mais aussi sa bonne lecture de jeu dans l'ensemble. On sait qu'il a un potentiel important, il l'a notamment montré en Youth League avec l'OM, il a rapidement su s'imposer en national alors qu'il n'avait joué qu'en U19 et en N3, donc c'est une belle progression en peu de temps. Perso, j'aimerais qu'il revienne à Marseille pour se montrer aux yeux du staff et potentiellement gratter du temps de jeu ici et là, mais son avenir est totalement flou, les deux clubs expliquaient que le prêt était assorti d'une option d'achat sans que le montant soit spécifié, mais Traoré laissait entendre dans un entretien pour Africa Foot qu'il était à la disposition du club et qu'un retour était envisageable. Reste à voir si l'option d'achat sera levée en fin de saison, puisqu'au vu de ses prestations, je pense que Versailles sera enclin à le faire, mais son avenir reste encore à éclaircir. Ismaël Koné est lui rarement titulaire avec le Stade Rennais, seulement 2 titus au compteur dans des matchs compliqués face à Lille et Paris, 2 défaites d'ailleurs. Il entre en jeu systématiquement sans réussir à s'imposer comme un titulaire indiscutable face à la concurrence de Matoussiwa, Cissé, Fofana et Jordan James. Faut pas oublier qu'il était vraiment en manque de rythme à son arrivée. En revanche, il s'est montré décisif avec un beau but et une passe D face à Angers, un match à la fin duquel il a fait un discours émouvant dans le vestiaire en remerciant ses nouveaux coéquipiers pour avoir facilité son adaptation et lui permettre d'être plus épanoui que sur les 6 mois galères qu'il a passé à Marseille. À l'heure actuelle, il a déjà autant joué à Rennes qu'à l'OM en se montrant enfin décisif alors qu'il n'avait pas su le faire quand il était à Marseille. Pour rappel, c'est un prêt payant d'1 million d'euros et son option d'achat s'élève à 14 millions. On n'est pas certain à l'heure actuelle que Rennes décide de la lever à moins qu'il finisse la saison en boulet de canon, mais quoi qu'il en soit, il aura encore 4 ans de contrat à l'OM cet été, et vu comment se sont passés les premiers mois avec une déclaration choc de De Zerbi en conférence de presse, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse avoir une nouvelle chance la saison prochaine. Toujours au rang des prêts concluants, on va forcément parler de Simon qui est lui aussi le titulaire indiscutable dans les cages du Nîmes Olympique. Un prêt réussi parce qu'il est globalement performant, il a d'ailleurs réalisé 10 clean sheets sur les 22 matchs qu'il a joué cette saison, ça fait quasiment un clean sheet tous les 2 matchs. Adil Hermach ne se passe jamais de lui en dehors d'un match où il a été malade, il avait aussi loupé le premier match parce qu'il venait tout juste d'arriver, et quelques matchs quand il était parti en sélection, mais pour le reste il s'est imposé comme un indispensable en montrant beaucoup de maturité alors qu'il était inexpérimenté au niveau pro, mis à part ses convocations avec le Cameroun qui lui ont sans doute été très bénéfiques. Collectivement, la situation est plus compliquée puisque Nîmes est avant-dernier de national avec une relégation qui se rapproche si les résultats ne s'améliorent pas sur les 5 derniers matchs. Rien n'est perdu étant donné que Nîmes n'a entre guillemets que 3 points de retard sur la 14e place, mais ils n'ont plus vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent se maintenir. En tout cas, il réalise une bonne saison et avec un temps de jeu important, on peut se dire que la mission est accomplie. Il va se retrouver à la croisée des chemins cet été avec la possibilité d'être prêté à nouveau potentiellement en Ligue 2 pour monter encore d'un cran, ou alors être propulsé gardien numéro 2 de l'OM, ce qui serait une super nouvelle pour récompenser sa progression et vraiment compter sur lui dans le projet. Pour autant, il n'aura plus qu'un an de contrat à son retour de prêt, donc j'espère qu'il sera bientôt prolongé parce que j'aimerais tellement le voir porter le maillot olympien après toutes ces années de formation. En revanche, nos 2 gardiens prêtés ne sont pas logés à la même enseigne puisque Pau Lopez a fait le choix de signer à Toluca au Mexique après 6 mois très compliqués du côté de Gérone où il a dû se contenter du rôle de doublure de Gazzaniga en ne jouant que 3 matchs avec son club formateur. Son temps de jeu a été bien plus important au Mexique en étant titulaire pendant 8 matchs d'affilée, mais la situation s'est tendue de plus en plus ces dernières semaines. On peut citer une grosse boulette face à Léon sur une frappe sans gravité où il se couche avant de laisser passer le ballon contre toute attente. Récemment un contre son camp contre Pachuca où il ferme son angle avant de totalement rater son intervention. Et il y a aussi une 3ème boulette où il saute pour tenter de sortir une frappe lointaine visiblement sans gravité, mais le ballon passe quand même. Il a fait 3 clean sheets dans des matchs où il a été très peu sollicité, mais en dehors de ça, il a quand même encaissé 11 buts sur les 8 matchs qu'il a joués, avec une tendance à ne pas se montrer rassurant. Ses performances agacent les supporters et ont même poussé Antonio Mohamed à lui préférer Luis Garcia sur les 2 derniers matchs. La chance pour Pau Lopez, c'est que son remplaçant est lui aussi très critiqué et a beaucoup de mal à se montrer déterminant en enchaînant les erreurs, donc il pourrait même retrouver une place de titulaire dès le prochain match, selon les infos que j'ai pu voir un peu partout. Mais entre ses difficultés à se montrer impactant, les arrêts simples et les sorties qu'il a ratées, une adaptation difficile et un manque de confiance criant, ça jette un doute sur son avenir au Mexique. Pour rappel, il a une option d'achat de 4,8 millions d'euros qui ne sera pas levée si ses performances restent en l'état. À l'heure actuelle, Toluca est premier au classement du tournoi de clôture en grande partie grâce à leur attaque de feu et principalement Paulinho avec ses 25 buts, mais ils ont quand même tendance à encaisser plus de buts que la plupart des équipes du haut de tableau, donc les supporters attendent une amélioration à ce niveau-là et ça passera par des meilleures performances de leur nouveau gardien.
On termine cet épisode avec un point sur le prêt d'Azdin Ounahi au Panathinaikos. Son statut n'a pas changé depuis le dernier épisode, il est toujours indiscutable sous les ordres de Rui Vitória après des débuts plus contrastés avec Alonso. Au total, il a joué 34 matchs pour 4 buts et 7 passes D. Il est plus déterminant sur l'année 2025 en termes de statistiques, avec notamment 3 passes D et un but sur le mois de février. Un doublé face au PAOK, 2 passes D face à l'Olympiakos quelques jours après un accident de voiture, heureusement sans gravité pour les passagers des 2 véhicules en dehors de dégâts matériels. On peut dire qu'il a retrouvé un bon niveau en club, mais la question de son avenir se pose de plus en plus sérieusement. Dans le dernier épisode, on expliquait que le Pana n'était pas franchement disposé à lever l'option d'achat de 11,5 millions et que l'idée c'était plutôt de négocier avec l'OM en fin de saison. À côté de ça, Foot Mercato a expliqué il y a quelques jours que son profil attirait l'attention de clubs de Saudi Pro League et que l'OM voulait absolument récupérer 12 millions d'euros cet été. Reste à voir si le Pana décidera de le recruter définitivement à ces conditions-là puisqu'il se montre plutôt performant, et si Ounahi sera chaud aussi à l'idée d'enchaîner une deuxième saison en Grèce. Il semble quand même plutôt épanoui là-bas sous les ordres d'un coach qui le voit comme un joueur incontournable depuis plusieurs mois, mais il sera certainement convoité cet été, peut-être pas uniquement en Saudi Pro League, mais peut-être aussi en Europe. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode de Focus sur les prêtés, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, c'est super important pour me soutenir et pour permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'à la fin, écrivez Ounahi dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera peut-être un épisode d'actualité selon ce qu'il va se passer sur les prochains jours, étant donné qu'il y a aussi quelques infos mercato intéressantes. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.